Donc, petite capsule sur les propriétés des matériaux. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait une introduction au chapitre 12, j'ai parlé que les propriétés des matériaux nous permettent de choisir quels matériaux on a besoin pour une certaine application. Donc, mais là, on va séparer les propriétés en deux types. Premièrement, on va parler des propriétés dites mécaniques. Celles-ci vont nous permettre de résister à une contrainte. Donc, selon ces propriétés-là, on va savoir comment le matériel va agir selon cette contrainte. Donc, si j'ai un matériel qui est dur, par exemple, je sais qu'il va agir d'une certaine façon lorsque je vais le mettre lorsque je vais le faire subir une contrainte en compression, par exemple. Tandis que les propriétés non mécaniques, eux, ne sont pas liées aux contraintes. Ça va être des propriétés autres des matériaux qui nous sont très importantes lorsqu'on va faire un choix, mais qui ne sont pas liées aucunement aux contraintes. Donc, première propriété mécanique qu'on va parler, ça va être la dureté. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'échelle de Rockwell. Cette échelle-là, c'est une échelle de dureté. La description, ça va être de résister à la pénétration. Donc, un matériau qui est dur va résister à la pénétration. Par exemple, le diamant, ça va être un des matériaux les plus durs. Et si je prends un autre petit exemple, ici, j'ai une planche de bois, un petit 2x4, et j'ai différents forêts. Lequel va avoir une plus grande dureté? Ben, ça va être le forêt, parce que le forêt, il va être capable de pénétrer le 2x4 très facilement. Lorsque je veux faire un trou, c'est qu'est-ce que je fais? Je vais pénétrer le bois avec le forêt. Donc, on va y aller de cette façon-là. Le forêt va avoir une plus grande dureté. Une autre façon de le voir, c'est si je prends le forêt et je gratte le dessus du bois, est-ce que le bois va avoir des marques ou le forêt? Ça va être le bois. Même chose si je prends l'inverse, le bois sur le forêt. Donc, on peut souvent faire ça, prendre deux matériaux différents, les frotter un contre l'autre, et lui qui laisse des marques sur l'autre sera lui qui a une plus grande dureté. C'est sûr que si on veut voir des marques bien définies, il faut qu'il y ait quand même une grande différence de dureté, mais c'est une bonne façon quand même de faire une échelle rapide de dureté. Une autre propriété mécanique va être l'élasticité. Par exemple, un matériel qui est élastique qui va reprendre sa forme après avoir subi une contrainte. Si on prend l'exemple ici, le bâton pour sauter, après avoir mis de la force, on voit qu'il est en flexion, hein, mais après avoir subi cette contrainte de flexion, il va reprendre sa forme. Même chose pour les ressorts, par exemple, de mes amortisseurs de ma voiture, ma suspension. Je veux pas qu'après une bosse, il soit compressé puis plus jamais il serve à rien. Je veux qu'ils soient capables de reprendre leur forme et d'absorber les chocs plusieurs fois. Comment on peut décrire ça? Ici, un petit graphique un petit peu plus complexe, mais lorsque j'applique une certaine force sur un matériel, ok? Celui-ci, donc plus j'augmente la force sur cet axe-ci, il va s'étirer. Il s'étire, il s'étire, il s'étire. À partir de, si j'arrête de mettre une force et qu'il est ici, il va revenir à sa position initiale sans problème. Donc, disons que j'ai le bâton qu'on avait tantôt. Je mets une force, je mets une force, je mets une force, il s'étire, et il revient à sa forme initiale. Mais premièrement, si je mets trop de force, qu'est-ce qu'il se passe? Il va se déformer et il ne va plus reprendre sa forme initiale. Donc, c'est une déformation qu'on dit élastique ici, tandis qu'ici, la déformation est permanente. La plupart des matériaux sont comme ça. Sauf que certains vont avoir une déformation élastique beaucoup plus longue et une déformation permanente beaucoup plus courte et qui va avoir une fracture beaucoup plus rapidement. Et ça dépend exactement d'un matériel à un autre. Et ces petits graphiques-là sont super importants lorsqu'on veut choisir, par exemple, un alliage de métal pour un certain travail. On va souvent utiliser ces graphiques-là. Une autre propriété, la résilience. La résilience, ça va simplement être la capacité de résister au choc sans se rompre. Par exemple, le casque de moto, je veux qu'il soit capable de résister à un choc sans se rompre. Parce que lorsqu'il va y avoir un choc, par exemple, je tombe au sol, je veux qu'il puisse prendre le choc et qu'il ne casse pas, je veux qu'il prenne le choc et qu'il l'absorbe. Une planche de surf aussi, c'est résilient. C'est capable de prendre le choc des vagues sans se briser. Si on prend deux petits exemples qu'on a ici, si j'ai un verre en vitre et un petit verre en plastique, lequel des deux est le plus résilient?
Si je prends mes 2 verres et que je les laisse tomber, disons, de 1 mètre de haut, mon verre de plastique, il va pas se rompre, il va pas casser. Tandis que mon verre de vitre, il y a des bonnes chances que oui. Donc, mon verre de plastique est plus résilient. Prochaine propriété mécanique, la ductilité. Ductilité, ça, c'est la capacité d'un matériau de s'étirer sans se rompre. Donc, c'est sa capacité de se transformer en fil. Principalement, c'est comme ça qu'on va le voir. Donc, par exemple, mes fils de cuivre, je veux qu'ils soient ductiles parce que je veux pouvoir prendre mon cuivre, en faire des longs fils sans qu'il se casse dès que j'essaie de le tirer. Un autre fil qui est ductile, c'est les fils d'or. Là, je vais vous montrer une petite utilité des fils d'or. Par exemple, j'ai un fil d'or ici et que je veux faire un beau pommeau. Ici, c'est un pommeau d'épée que quelqu'un a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Il a pris le fil d'or, il l'a étiré pour qu'il rentre dans ces petits morceaux-là. Mais au début, il était tout de la grosseur comme qu'on a à l'extérieur. Mais lui, il l'a pris, il l'a chauffé et il l'a étiré pour faire un fil plus mince. Donc l'or est ductile parce que je suis capable de l'étirer facilement sans qu'il casse. Une autre propriété mécanique, ça va être la malléabilité. Ça va ressembler un petit peu à la ductilité. La ductilité, ça, c'est vraiment de faire un fil. La malléabilité, ça, c'est de s'aplatir ou de se courber sans se rompre. Donc, par exemple, ici, j'ai de l'aluminium. Lorsque j'applique une certaine force sur ma petite plaque d'aluminium, elle va se plier sans problème. Même chose pour ici, mes petites barres de fer ou de rebar, comme qu'on appelle souvent en construction. Ces barres de fer-là, lorsque je mets une force dessus, ils ne vont pas se rompre, ils vont se déformer de façon permanente. Et ici, c'est du métal, sûrement un alliage de fer quelconque. Lorsqu'il est chauffé, il est très malléable, on est capable de le déformer, de l'aplatir ou de le courber sans problème. Donc, ça va être des métaux qui sont malléables. La gommette aussi, c'est malléable, on est d'accord, ça se bouge très facilement. Donc, il y a quand même des degrés différents là, pour chacune des propriétés mécaniques, il y a des degrés très variables. Et sinon, on a la rigidité. La rigidité, ça, c'est la capacité d'un matériau de garder sa forme. Par exemple, mon pont. Mon pont, je veux qu'il garde sa forme. Je veux pas qu'il plie dès qu'il y a une voiture qui tombe dessus. Même chose, mes blocs de briques. Je veux pas que dès que j'applique une certaine force sur ma brique, la brique commence à se plier. Mon crayon, lorsque c'est le temps que j'écris, comme en ce moment j'écris avec mon crayon, je veux pas que mon crayon se plie. Je veux qu'il soit rigide, je veux qu'il garde sa forme. Ma chaise, je veux pas qu'elle se plie dès que j'essaie de m'asseoir dessus. Je veux qu'elle garde sa forme. Dernière propriété mécanique qu'on va voir, ça va être la fragilité. Donc, quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui est cassant, qui va se briser rapidement, qui n'est pas bon pour résister à des contraintes. Donc, par exemple, ma tasse de céramique, je l'échappe, c'est fragile, ça se casse facilement. Donc, dès que je mets une contrainte, ça va se briser facilement. Maintenant, juste une petite distinction. Il faut faire attention entre la fragilité et la résilience. La résilience, c'est la capacité de résister à un choc, donc un impact rapide. Tandis que la fragilité, c'est de résister à une contrainte. Donc, par exemple, une contrainte en compression, je ne parle pas d'un choc en compression, mais je parle d'une force continue. Donc, là, il y a une différence. Généralement, les matériaux qui ne sont peu résilients, donc qui résistent peu au choc, vont aussi être fragiles. Donc, le verre est peu résilient et est aussi fragile. Mais il y a une différence entre les deux. Par exemple, mon casque de moto, est-ce qu'il est bon pour résister à une compression? Peut-être pas. Est-ce qu'il est bon pour résister à une traction? Une compression, il est sûrement mieux pour résister à une compression qu'à une traction, mais si je tire mon casque de moto, je suis pas certain qu'il va résister très très longtemps. Donc, il va être résilient, mais il peut quand même être fragile dépendant quel type de contrainte qu'on l'applique dessus. Maintenant, on va parler des propriétés non mécaniques. Propriétés non mécaniques, c'est vraiment, ils n'ont pas aucun lien aux contraintes. C'est plus, par exemple, j'ai besoin d'un matériau qui est dur, je veux faire un forêt. Je veux qu'il soit dur pour que ce soit capable de pénétrer, par exemple, dans mes pièces d'acier que je veux percer. Je veux qu'il soit
Je veux pas qu'il soit fragile, parce que je veux qu'il soit capable de percer plusieurs fois, donc je veux qu'il soit capable de résister à la torsion qui va se passer. Mais je veux aussi qu'il soit capable de résister à la corrosion, parce que je veux pas que mon forêt, après 3-4 jours, il commence à rouiller. Donc ça, c'est une autre propriété, mais elle n'est pas mécanique, mais elle est quand même nécessaire lorsque je veux faire un choix de matériaux. Donc, résistance à la corrosion, c'est la capacité de résister à des substances corrosives, soit de l'eau, du sel, toutes ces choses-là. Donc, l'oxydation fait aussi partie de ça. Exemple, du stainless steel, l'acier inoxydable va avoir une meilleure résistance à la corrosion que d'autres types d'acier normaux. 3 autres propriétés mécaniques. Propriété non mécanique, désolé, j'ai la conductibilité électrique. C'est une autre caractéristique qui est quand même importante. Si je veux faire un interrupteur, j'ai besoin d'une plaque qui va avoir une bonne conductibilité électrique. Oui, je veux qu'elle ait d'autres propriétés, mais je veux qu'elle ait certaines propriétés mécaniques, mais je veux aussi qu'elle ait la propriété non mécanique de conduire l'électricité facilement. Exemple, le cuivre, c'en est un bon. L'or aussi est bon, il y en a plein d'autres. Mais on a ça. Sinon, conductivité thermique aussi. Ça, c'est important. Si je veux faire une casserole, je veux qu'elle soit bonne pour conduire toute l'énergie thermique. Je veux pas avoir une casserole en béton où que la chaleur va pas passer, il va pas avoir d'échange. Donc, on a ça, c'est important. Aussi, la légèreté, ça va être une propriété non mécanique. Donc, la légèreté, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'avoir une masse volumique faible. Par exemple, certains vélos sont faits en métal, sont faits en fer. Donc, un body, une frame en fer, tandis que d'autres vont être en aluminium et d'autres vont être en fibre de carbone. Donc, chacun porte une légèreté différente. La fibre de carbone va être beaucoup plus légère. Est-ce qu'elle va être plus résistante que l'aluminium et le fer? On le sait pas, mais il y a toujours des pour et des contre à chacune de mes propriétés. Je peux pas avoir du positif partout. J'ai pas de matériaux parfaits. Et sinon, une dernière propriété non mécanique que je trouvais quand même intéressante, que je voulais garder pour la fin, c'est la neutralité chimique. Par exemple, le verre est considéré comme neutre chimiquement parce qu'il réagit avec peu de substances. Mais s'il ne réagit avec peu de substances, ça ne veut pas dire avec aucune substance. Par exemple, avez-vous écouté Breaking Bad? Parce que dans Breaking Bad, il y a une scène super intéressante. Si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez aller l'écouter, vous tapez Breaking Bad, scène acide fluorhydrique ou scène du bain. Des fois, ça sort. Vous allez voir, ils veulent décomposer un corps. Mais là, le professeur demande à Jesse, va me chercher un bac en plastique, mais un certain type de plastique. Il dit, c'est super important, prends ce type de plastique-là. Jesse ne trouve pas le bac, il se dit, ben pourquoi le faire dans du plastique? J'ai un bain en céramique, c'est beaucoup plus résistant. C'est de la céramique, ça brise pas, ça va être bien mieux que du plastique. Il met le corps dans le bac de plastique, dans le bain en céramique, et il verse l'acide fluorhydrique. La chose qu'il connaissait pas, c'est, oui, la céramique, généralement, c'est neutre chimiquement. Ça réagit avec peu de substances. Sauf que l'acide fluorhydrique, c'est un acide qui s'attaque très facilement au silicium. La céramique, comme le verre, est composée de beaucoup de silicium. Donc, le bain au complet, c'est décomposé en même temps que le corps. Donc, oui, neutralité chimique, c'est important dans certains cas, mais il faut savoir dans quel cas on va l'utiliser. Par exemple, dans mes pots maçons, je ne vais pas mettre d'acide fluorhydrique parce que ça va faire fondre mon pot maçon. Donc, c'est une petite chose que je trouve intéressante que je voulais parler. Donc, si on fait un petit retour rapide, propriétés des matériaux, ils peuvent être mécaniques ou non mécaniques. Dans les propriétés mécaniques, j'ai la dureté, l'élasticité, la résilience, la ductilité, la malléabilité, la rigidité et la fragilité. Tandis que dans mes propriétés non mécaniques, j'ai la résistance à la corrosion, la conductivité thermique et électrique, la légèreté et la neutralité chimique. Avec ça, on fait le tour des propriétés
mécanique et non mécanique.